pas notre audience, donc merci d'être encore là et surtout ne zappez pas parce qu'on va avoir une session hyper intéressante ici avec un de nos streaming champions, Bedrock. Donc je suis Manuel Val et j'ai la chance de diriger l'équipe des comptes qui accompagne Bedrock dans son développement. Bedrock, vous devez le savoir, c'est la plateforme qui diffuse les canaux en Europe pour combien 45 millions d'utilisateurs. Ouais, je vais en parler un petit peu après. Ouais. Bon, très bien. Donc, Thomas le fera beaucoup mieux que moi. La particularité de sa session aujourd'hui, c'est que Thomas a toutes les qualités, il peut répondre à toutes vos questions techniques et toutes vos questions business, mais l'angle sur lequel il a souhaité communiquer aujourd'hui, c'est plutôt avec toute l'expérience qu'ils ont acquise avec des années sur le cloud et all-in maintenant, quelle est la valeur que peut apporter, que lui a apporté cette migration et l'exploitation du cloud pour le business et pour l'expérience des utilisateurs. Effectivement, merci Manuel. Enchanté. Donc effectivement, je suis Thomas, je suis en charge de l'ensemble des équipes techniques chez Bedrock. Donc déjà, qui sommes-nous? Alors vous ne nous connaissez peut-être pas sous le nom de Bedrock, mais certainement sous le nom de M6, parce qu'en fait, ça fait 14 ans qu'on existe. On était une entité technique au sein de M6 et on développe la plateforme Sysplay. Et cette plateforme, on a commencé à la travailler pour la transformer, pour la commercialiser et de transformer un business qui était purement B2C à un business qui est B2B2C. Donc c'est-à-dire qu'on a dû transformer déjà notre plateforme pour la rendre multi-customer, multi-environnement. Donc on a fait cette mutation déjà en étant on-premise, comme beaucoup d'entre vous. Et derrière, on verra, mais le cloud a été un élément accélérateur dans notre croissance. Donc depuis, on a pas mal évolué. Donc cette entité M6, en fait, on en a créé une société qu'on a appelée Bedrock. Et aujourd'hui, on a deux actionnaires majoritaires qui sont M6 et RTL Group Bertelsmann. Aux Pays-Bas, qui compte 1 million d'utilisateurs payants. Donc ça fait 14 ans qu'on existe. On couvre 5 pays donc en Europe. On a environ 45 millions d'utilisateurs actifs sur nos solutions. Et aujourd'hui, on est à peu près 400 chez Bedrock. Donc je vous fais un petit schéma d'architecture un peu rapide, mais une plateforme de streaming. Donc notre offre, c'est effectivement de fournir une plateforme de streaming bout en bout. Donc ça veut dire qu'on va se connecter avec le broadcaster, récupérer ses flux live, son catalogue VOD, on va le transcoder, le packager, le streamer. Donc on a aussi notre propre solution CDN, mais on travaille aussi avec des solutions CDN du marché. On va couvrir beaucoup de devices, on a une soixantaine de devices que l'on couvre avec nos solutions. Et on a un gros back-end et un gros data lake, et ensuite tout un set d'API qui nous permet de s'intégrer à l'écosystème de l'opérateur. Donc voilà, une de nos caractéristiques, c'est comme on fournit une solution bout en bout, on a une première complexité, c'est qu'on est très proche de nos clients. On va s'intégrer à leurs solutions de facturation, de CRM, de MAM, de CMS, de ticketing client, etc. etc. Donc notre job, ce n'est pas uniquement de déployer la plateforme, mais aussi de réaliser toute une étape d'intégration autour. Donc le passage au cloud, on a amorcé cette migration ou cette décision en début ou fin 2017, début 2018. Donc déjà, on aime bien dire que c'était un pari risqué parce que, en fait, ça fait des années qu'on travaillait sur le on-premise. On maîtrisait complètement une architecture sur ces plateformes-là. On avait les compétences pour l'opérer. Budgétairement, c'était assez simple. Les commandes, elles passent par moi et par le CFO et on contrôle les investissements. Et du coup, le passage au cloud, alors il y a tout un challenge technique que je ne présente pas aujourd'hui et je vous rapporte à un livre qu'a écrit un de nos collaborateurs qui s'appelle Pascal Martin qui vous explique, c'est un livre qui s'appelle Le Plan Copenhague et qui est en ligne et qui va expliquer toute la démarche technique et pourquoi on est allé dans le cloud et comment on l'a fait, les différentes étapes, les difficultés, les succès. Voilà. Et on avait aussi certains enjeux
métier ou business auquel on voulait répondre ou sur lequel on voulait accélérer. Donc, comme je l'ai expliqué, on a fait une mutation très forte, c'est de basculer du B2C au B2B. Donc, premier enjeu, on était amené à déployer énormément d'environnements pour nos clients. Donc, si on a 5 clients, ce n'est pas juste 5 environnements de production, c'est 5 intégrations, 5 devs, parfois des environnements de test. Et du coup, on devait être hyper agile et on voulait éviter à chaque fois de déployer de la capa, de faire du capacity planning. On avait en plus des clients qui avaient des usages qui étaient parfois synchrones, donc il fallait qu'on ait des pics de trafic qui étaient simultanés. Voilà, donc on voulait oublier toute cette problématique du capacity planning et en plus de gérer ça dans différents pays. Donc un premier intérêt du cloud, c'est d'obtenir de la souplesse pour pouvoir déployer des environnements de manière autonome sans avoir à réinvestir. Deuxième point important, c'est la localisation. Comme je l'ai dit, on s'intègre très fortement avec les systèmes de nos clients. Donc typiquement, si on a un MAM ou un CMS qui est dans une région A et que nous, on déploie notre workflow vidéo dans une région B, on va avoir des coûts de transfert de data entre les différentes régions. Donc nous, on a une stratégie, c'est de se déployer au plus proche de nos clients. Et aussi, très souvent, on travaille sur des appels d'offres avec AWS qui conseille le client sur son infra de MAM, de CMS, etc., etc. Et donc, on travaille main dans la main avec AWS pour répondre parfois à ces appels d'offres. Et du coup, besoin de localisation, besoin d'avoir un acteur du cloud qui nous apporte des régions sur lesquelles on va retrouver l'ensemble des services, parce que c'est aussi important. À l'origine, la vidéo était principalement en Irlande. Maintenant, on est attentif à avoir aussi d'autres régions en Europe ou dans le monde qui portent aussi l'ensemble des services et qui nous permettent d'aller déployer 100% de notre instance dans une autre région. Deuxième enjeu hyper fort, c'est on fait de la télé, donc de la haute dispo. On se devait d'améliorer fortement notre SLA. Et ça passe par quoi? Donc on a un outil très fort qu'on est allé chercher dans le cloud, c'est la résilience. Donc tous nos services sont déployés au sein d'une région sur plusieurs zones, donc à minima 2 zones, soit en actif-actif, soit en actif-backup, peu importe. Et ça versus le on-premise, c'était une souplesse et une agilité très forte versus, on en parlait tout à l'heure, d'aller avoir du data center qu'on va déployer dans une autre région, où il n'y a pas les mêmes risques naturels, pas la même adduction en termes de réseau ou d'électricité, etc. C'est beaucoup de problématiques. Et nous, on a une volonté aussi worldwide. Donc demain, si je déploie un client en Australie, il faut que j'ai capacité d'aller dans une autre région, d'apporter aussi de la résilience, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est multi-zone. Après, si on se déploie fortement, on peut aller chercher du multi-région, mais c'est un autre investissement. Voilà, je vois Yann qui angoisse un petit peu. On répondait aussi à des enjeux clients. Donc, ce que ça a permis de faire, c'est qu'à chaque fois, on est en échange très fort avec nos clients pour savoir quel dimensionnement, quels usages, quand était prévu leur pic de trafic, qui permettait d'alimenter notre capacity planning, prévoir nos capex, etc. Aujourd'hui, on a complètement basculé dans un pattern où on va scaler les plateformes. Alors, on ne repose pas sur l'autoscale AWS parce que la télé, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a un match de foot à 19h50 ou à 21h50, il n'y a personne. Au début du match, on se prend une salve et l'autoscale naturel n'est pas en capacité à répondre à ce pic d'usage. De la même manière, pendant le Covid, quand Macron prenait la parole, on se prend une claque en termes d'audience. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur l'autoscale. Et donc, on a développé toute une stratégie. On utilise la souplesse du cloud, mais on a dû, nous, intégrer tout un pattern et des outils qui permettent de faire scaler nos environnements. Et aujourd'hui, le résultat qu'on a, c'est qu'on a un pattern pour la journée, pour la nuit. On a un pattern qui démarre à la BH, à la busy hour, 19h, 19h30 jusqu'à 22h. On a des patterns match de foot, on a des patterns résultats d'élection, etc., etc. Et on travaille avec nos clients qui ont un agenda dans lequel ils peuvent nous rentrer leurs events et avec une prévision de trafic, en tout cas en termes d'audience broadcast. Et nous, on s'est transformé ça en audience OTT et en pic de trafic et appliquer le bon pattern pour répondre à leur pic de trafic. En faisant ça, ça a permis de tuer complètement de nombreux incidents qu'on pouvait avoir avec des montées en charge non prévues, trop agressives, etc., etc.
Un autre enjeu très fort auquel on a pu répondre, c'est des time to market. Donc souvent, la tech était vue, tiens, je veux déployer une nouvelle chaîne, il faut que j'achète un encodeur, il faut que je le déploie, il faut que j'upgrade ma stack réseau, etc. etc. Aujourd'hui, on a complètement gommé cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des choses à faire, mais en tout cas, l'objectif, c'est que mes équipes soient plus sur le chemin critique pour ouvrir un service. Donc aujourd'hui, ouvrir une nouvelle chaîne, ça va être une problématique pour travailler avec le broadcaster sur le point de livraison de la chaîne. Ça va être une problématique pour récupérer les métadonnées, pour enrichir le catalogue, etc. Mais ce n'est plus une problématique de à quand je reçois mon encodeur et quand est-ce que je vais pouvoir commencer à délivrer la chaîne. Du coup, fort de ce travail-là, on développe de nouveaux business aussi avec nos clients. Donc, il y a beaucoup plus de chaînes éphémères sur lesquelles on va travailler. Donc, typiquement, avec Sysplay, ils vont acquérir des droits sur le MMA. Samedi soir à 22h30, on va faire popper une chaîne dans le catalogue. Ils vont nous prévenir quelques jours avant. On va setuper la chaîne, on va faire un test et hop, ça va marcher. Ça a un autre intérêt, c'est qu'on va allumer des ressources ponctuellement pour cet usage. On n'a plus à réserver de la bande passante sur un encodeur physique qui, le reste du temps, ne va rien faire, ou de faire du capacity planning sur cet encodeur entre différentes chaînes éphémères qu'on va devoir loger. Ensuite, le critère suivant, c'est devenu un levier d'innovation relativement important. Je vais prendre plusieurs exemples. Un premier exemple, c'est déjà, moi j'ai mes équipes data qui viennent me voir en disant « Tiens Thomas, j'ai besoin de tel type de machine pour faire tel test ou pour faire ça ». 3 jours après, j'ai besoin d'une autre machine avec d'autres caractéristiques en termes de CPU, de mémoire, etc. Donc, si vous travaillez avec des data scientists, ils viennent avec plein de besoins différents. Et donc, en data center, il faudrait que j'arrête pas de déployer du nouveau matériel. Dans le cloud, automatiquement, je vais chercher cette souplesse-là, cette dispo, et on peut tester toutes les semaines et changer le matériel qu'on va pouvoir utiliser pour faire tourner nos algorithmes, nos pipelines data, etc., etc. Jusqu'à définir potentiellement la solution qu'on veut industrialiser et intégrer dans nos solutions. Donc c'est un accélérateur dans l'innovation. On a travaillé de la même façon sur un moteur de recommandation. On a regardé très rapidement si AWS avait un moteur qui existait, donc c'était le cas. On l'a intégré très rapidement pour se faire la main. On l'a même poussé en prod, voilà, donc en A/B test. Et la vertu, c'est que très rapidement, les équipes ont appris très fortement sur comment fonctionnait ce moteur-là. On définit en cible ce qu'on voulait réellement faire. Je ne vous dirai pas ce qu'on fera. Mais du coup, on est libre de définir effectivement si on développe nous-mêmes une stratégie de recommandation, si on s'appuie sur l'outil AWS, si on s'appuie sur un autre outil. Enfin, un autre levier d'innovation, ou plutôt qui va améliorer aussi la résilience de notre solution. Vous allez avoir une présentation de Cortex tout à l'heure, qui est un acteur qu'on fait travailler sur tout l'encodage des flux live. Moi, j'ai une stratégie, au-delà d'être multi-zone dans la résilience, c'est aussi d'avoir plusieurs acteurs techniques qui répondent à un même service. Donc, j'ai fait rentrer, on a travaillé avec AWS et on a travaillé avec Elemental pour être aussi en capacité très rapidement de savoir encoder les flux live avec un autre acteur. Donc, derrière tous les use cases qu'on peut mettre en place très rapidement, pendant le dernier euro, on a backup M6. On avait une chaîne principale avec Cortex et un backup chez Elemental. On a travaillé, nous, après, pour avoir les mécanismes de bascule. Mais ça permet aussi, donc ça, Cortex ne l'entend pas, mais moi, ça permet de mettre en compétition deux acteurs, de les motiver à innover fonctionnellement, mais aussi commercialement, pour continuer à travailler avec moi, qui a une forte croissance et qui va apporter pas mal de clients. Enfin, des enjeux commerciaux très forts. Pourquoi ? On est basculé dans un monde où, en fait, pour suivre notre budget, on est obligé de labelliser tous nos services. Alors, on n'est pas complètement obligé, on pourrait suivre dans les grandes masses, mais nous, on a fait le choix, c'est de labelliser tous nos services. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation où chaque microservice, on sait exactement le coût par mois chez AWS de faire fonctionner ce microservice. Donc, on s'est agrégé pour faire un service plus macro. L'intérêt, c'est que la différence avec le on-premise, c'est que maintenant, chaque acteur de l'entreprise a une responsabilité business. Parce que s'il fait n'importe quoi sur son microservice et qu'il explose des coûts, il va exploser notre marge potentiellement. Si c'est un service qu'on
commercialise, parce qu'en fonction de notre modèle commercial, on peut avoir de la licence, du coût variable. Si c'est un service qu'on commercialise, le développeur, le product, il est complètement incentivé sur l'optimisation du service. Déjà pour savoir le monétiser, donc avoir le modèle pour le monétiser. Puis après, une fois qu'il est monétisé, l'optimiser pour essayer de dégager de la marge plus importante. Et après, pour le BD, enfin le Business Development, ça nous aide aussi à comprendre complètement notre structure de coûts de manière plus optimale. Et pour rappel, nous on a une stratégie B2B2C, donc on travaille avec beaucoup de clients qui viennent avec des appels d'offres. Et 2 appels d'offres ne sont jamais les mêmes. Et donc il faut qu'on ait une granularité de nos coûts pour savoir y répondre. Donc le fait d'avoir ce découpage et ce tagage de l'ensemble de nos coûts, ça nous permet d'avoir tous les éléments qui permettent de répondre de manière efficace aux appels d'offres. Donc en conclusion, au-delà des aspects techniques que vous pourrez vous lire dans le livre de Pascal Martin, à nouveau le plan Copenhague, on a vu que notre migration dans le cloud aussi s'est accompagnée à une opportunité de pouvoir répondre à pas mal d'enjeux. Et un dernier enjeu qu'on travaille actuellement avec les équipes AWS, c'est que, comme ici aujourd'hui, avoir l'opportunité de prendre la parole, c'est aussi de participer à plein d'autres réunions, d'avoir de potentiels prospects qui nous sollicitent et qui permettent de continuer à développer en fait notre marque, de se faire connaître et puis et à nouveau de continuer à développer Bedrock en Europe, parce qu'on a une volonté de développement en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. Et puis jusqu'à maintenant, et j'espère que ça continuera, avec AWS, on arrive à tenir les objectifs de déploiement, de qualité. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Merci Thomas.